Avec la crise des missiles de Cuba en 1962, on a cru que la guerre froide allait se terminer en apocalypse nucléaire. Les tensions très fortes nées lors de cette crise retombent. Et en 1963, c'est une période de relations moins conflictuelles entre les deux blocs qui commence. À l'ouest, on parle de détente, alors que dans le camp communiste, on parle plutôt de coexistence pacifique. Cuba a été le point le plus proche de la rupture de l'équilibre de la terreur. La crise fait prendre conscience aux deux grands et à leurs dirigeants que l'arsenal nucléaire qui est en leur possession peut mener à une apocalypse nucléaire et que le dialogue entre les deux grands est à la fois possible et nécessaire. Il en va ainsi du très médiatique téléphone rouge, qui n'est ni un téléphone ni rouge, qui permet de mettre directement en relation le Kremlin avec la Maison Blanche dès le mois de juin 1963. Mais la détente, ce n'est pas la paix, et chacun des deux camps n'a pas abandonné l'espoir de finalement prendre le dessus sur son adversaire. Le dialogue se noue donc d'abord avec prudence dans les années 1960, avant de se détendre, mais un peu plus dans les années 1970. Il faut dire qu'à cette époque, les deux grands ne sont pas au mieux de leur forme, car de nouveaux acteurs prennent une place importante sur la scène internationale. C'est le cas de la Chine, de Mao, qui devient membre de l'ONU, se brouille avec l'URSS avant de se rapprocher des États-Unis. La détérioration des relations avec la Chine préoccupe les dirigeants soviétiques et incite à une stabilisation de la situation en Europe, où la France, libérée du poids de la guerre d'Algérie, mène une politique étrangère qui se veut indépendante des relations américano-soviétiques. De Gaulle reconnaît ainsi la Chine communiste et se rapproche des pays en développement, et tout cela en 1964. Il critique les États-Unis à propos du Vietnam, mais se montre toujours opposé au régime totalitaire communiste. Après la démission du général de Gaulle en 1969, c'est au tour de l'Allemand Willy Brandt de développer son Ostpolitik, c'est-à-dire une politique de normalisation des relations entre la RFA et le bloc de l'Est. Les États-Unis, quant à eux, sont enlisés dans la guerre du Vietnam, où ils sont en quelque sorte coincés dans une impasse de la surenchère qui les empêche de sortir du conflit honorablement. Quant aux pays nouvellement indépendants, ils constituent le camp des pays non alignés que chacun des deux grands essaie de séduire. Ainsi, la rivalité entre les deux grands s'exprime-t-elle à cette époque sur d'autres terrains. Le sport et aux Jeux Olympiques en particulier, la course à l'espace, puis à la Lune, permet de même aux deux grands de rivaliser technologiquement. Mais s'il est un terrain technologique où les efforts de chacun restent importants, c'est bien celui de la course aux armements, car la confiance finalement ne règne pas, et en particulier aux armements nucléaires, même si, dès 1963, des négociations sont menées et des accords très symboliques sont signés. À la fin des années 1960, l'URSS a le niveau d'armement des États-Unis, ce qui lui permet de négocier sur un pied d'égalité. Les accords SALT I, signés en 1972, limitent ainsi la quantité, mais pas la performance, des armes nucléaires de chacun. Quant aux accords d'Helsinki, en 1975, ils constituent l'apogée de la détente. Ils établissent une paix durable entre 33 pays d'Europe et les États-Unis. Mais l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques et l'élection de Ronald Reagan aux États-Unis mettent fin à la détente.